Ils sont près de 500 à être rentrés au Burundi. Ce sont les réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama au Rwanda qui constituaient le premier convoi pour le retour volontaire au pays. Selon le HCR, près de 2000 se sont déjà fait inscrire dans le cadre de cette opération qui se poursuivra dans les semaines à venir. Au départ, voilà un mois, des réfugiés ont écrit une lettre adressée au nouveau président burundais pour lui demander d'intercéder en leur faveur pour leur faciliter le retour. Une correspondance qui a créé de la polémique avec notamment certains dont les noms se sont retrouvés sur la liste sans s'être fait inscrire jusqu'à porter plainte contre les auteurs du texte. Sans oublier les charges des autorités burundaises contre le Rwanda, qu'ils accusaient de contraindre les réfugiés à y rester, alors que pourtant les autorités rwandaises, elles, répétaient être disposées à coopérer pour que l'opération se déroule dans de meilleures conditions. Précisons que le Rwanda abrite au total plus de 70 000 réfugiés burundais qui s'y sont exilés depuis 2015. Voilà donc le sujet de cette édition du Club de la Presse sur lequel nous échangerons avec nos invités. François Bizimana, rédacteur en chef adjoint de la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour et merci pour m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation comme d'habitude. Ah ouais. Et puis nous sommes également avec Emmanuel Ndeleimana, porte-parole de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha. Bonjour. Bonjour Franck. Merci également pour ta disponibilité habituelle. Non, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. À toutes, à tous, bonjour. Bonsoir, bienvenue. Je disais dans l'introduction que le gouvernement burundais accusait le Rwanda de chercher à retenir les réfugiés vivant sur son sol. Est-ce que l'opération de rapatriement qui a débuté ce jeudi ne prouve pas le contraire, François Bizimana? Exactement, ça prouve le contraire parce que il y a même le président de la République du Burundi, le général-major Evariste Ndayishimiye, qui pointait du doigt le Rwanda, les autorités rwandaises, disant qu'ils ont pris en otage les réfugiés burundais alors qu'ils voulaient rentrer dans le pays. Et pas que lui, hein, son porte-parole qui a pris le relais, le porte-parole du ministère de la Sécurité, de l'Intérieur. C'est un peu tout le pouvoir qui s'est mobilisé, disant que c'est le Rwanda. Mais on s'imaginait pour quel intérêt. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt qu'a le Rwanda en gardant les réfugiés burundais qui sont sur son sol. Et qui sont une charge pour lui. C'est une charge. Des fois, j'aime dire, j'ai parlé des charges, des personnes qui ne sont pas visibles. Qui ne sont pas visibles, mais parlons de l'environnement, par exemple. Le camp de Mahama, quand ils sont arrivés à Mahama, on défrichait tout, on essayait de construire des huttes. Donc, ce sont des arbres qui sont partis. C'est un espace vert. C'est un espace vert qui est parti. Donc, il y a toutes ces pertes que le pays d'accueil enregistre. Alors, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun avantage pour qu'un pays d'accueil puisse se dire, moi, je vais les garder pour en faire quoi? D'abord, ce sont des Burundais. Ils sont fuis des ennuis dans le pays. Ils ont été accueillis au Rwanda. Donc, le retour sera volontaire, le retour sera une décision personnelle et individuelle. Donc, si les réfugiés veulent rentrer dans le pays, retourner dans le pays, il n'y a aucun mal pour le pays. Donc, c'est ce que la réunion tripartite qui s'est déroulée la dernière fois, avant son rapatriement. Donc, on est en train de mettre en application. Et je me demande ce que les autorités burundaises diront parce qu'il y a le Rwanda qui... Nous allons voir avec Emmanuel tout à l'heure, en fait, ce qu'ils ont dit. Rien qu'hier déjà. Mais il y a un facteur quand même que vous n'avez pas inclus, c'est notamment celui le facteur d'insécurité que le Burundi a mis en avant depuis des années, qui serait un autre facteur qui devrait pousser le Rwanda à ne pas accepter, à ne pas plutôt retenir les réfugiés burundais. C'est ce que je disais, le Rwanda n'a aucun intérêt en gardant les réfugiés burundais sur son sol. Donc, si, d'abord, les réfugiés qui ont manifesté leur volonté de retourner dans le pays, il y a le premier convoi qui s'est effectué, donc hier, ce jeudi. Donc, ça dit que le Rwanda reste ouvert
obéir les instruments internationaux en rapport avec les réfugiés. Ouais. De même, sur le plan positif, on a entendu dans le discours du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Gervais Ndila Kobucha remercier le pays voisin, le Rwanda, un changement de langage positif, hein, Emmanuel Ndereimana. Ah oui, il ne devait que... Ils se posaient la question, mais qu'est-ce qu'ils vont dire par la suite? Mais ils n'ont pas tardé déjà de dire de bonnes choses du Rwanda avec le retour de ces réfugiés. Du côté du Burundi, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire. Les autorités ne peuvent pas faire autre chose que se réjouir du début du rapatriement officiel, bien que ce rapatriement a connu beaucoup de sous-tables jusque-là, qui risque d'être même un grand problème pour la suite. Ça, c'est le débit. C'est un débit qui a été fabriqué de toutes pièces parce que nous sommes loin de croire que les réfugiés se sont levés d'eux-mêmes, disant au Burundi, ce que nous avons fui n'est plus. Maintenant, on peut faire bagage et rentrer au pays. Là, vous êtes en train de faire référence notamment à la lettre qui a été écrite et que l'on soupçonne d'avoir été plutôt écrite de Bujumbura. Bien sûr, il y a la lettre, c'est les 5 signataires. Nous savons bien, on soupçonnait les gens qui les ont fait faire ça, qu'ils ont eu des contacts de l'extérieur, de certains opposants, aussi du gouvernement du Burundi, parce que nous apprenons que la lettre a été même écrite dans les services de communication de la présidence au Burundi. Ah, tant que ça. Donc c'est aussi précis que ça. Voilà, c'est précis. Bien sûr qu'ils avaient... Et vous avez des éléments qui les éléments, il y en a, au moment venu, on pourra tout exposer. L'une ou l'autre personnalité politique aussi, au côté opposition, qui devait aider dans cette manœuvre la République du Burundi à faire pression à certains réfugiés. Vous pouvez être beaucoup plus précis? La précision, je peux te la donner même tout de suite. C'est exactement ce que je Vous voyez, par exemple, tu peux te poser la seule question de savoir pourquoi parmi tous ces rapatriés, 80% sont de Kirundo. Vous comprenez? Ça, c'est un point. C'est peut-être en raison de la proximité. Voilà la deuxième raison, pour conclure ça. Et pourquoi, parmi les formations politiques au Burundi, plus de 45, je pense, aujourd'hui, ils ont choisi exactement le porte-parole du parti Sawanya Frodebu Nyakuri pour se dire quelque chose par rapport à ce rapatriement de ces réfugiés. Alors, c'est un jeu politique qui est en train de se jouer là. Mais jusque-là, vous ne m'avez pas donné la précision. Vous voulez donner des éléments d'un puzzle. Vous avez dit qu'il y aurait un homme politique c'est ce que je vous dis. Hein. Oui. Vous savez qu'en Kirundi, on dit au moment venu, on pourra même pointer du doigt avec des preuves. Bien sûr. Mais... il ne faut pas qu'il jubile, c'est le débit. Juste une question, c'est une personne qui est à l'intérieur ou à l'extérieur du pays? À l'extérieur du pays. Ah, bon, vous comprenez. Alors, pour avancer bien, il faut comprendre que ils ont eu à peu près 500 personnes pour se rapatrier. Pour le premier convoi. Pour le premier convoi. Et pourquoi les inscriptions pour le retour massif qu'ils croyaient n'a pas été un succès? On a 70 000 réfugiés, plus de 70 000 réfugiés au Rwanda. Alors, 500 personnes rentrent d'une même province presque. Vous comprenez? Parce qu'il y a quelqu'un qui aurait joué le rôle. Mais c'est un premier convoi, Emmanuel. Ouais, c'est un premier convoi. Il y a le ACR. Attends, je vais vous dire une chose. Le comité d'accueil que le gouvernement du Burundi avait composé, notamment le ministre était là, Ndakugarika. Oui. Il y avait aussi... tous les chefs de la SNR de toutes les provinces étaient présents là. Ils avaient même passé la nuit là-bas, à Kirundo. Ils étaient venus même avec des éléments, des photos, des vidéos, pour pouvoir identifier certaines personnes qui étaient dans les manifestations. Mais la réunion qu'ils ont faite, ils ont compris finalement que, quelqu'un les a signalé que si dans le camp de transit, on essaie de séparer les gens parce qu'on les voit sur les photos, ça risque de freiner la suite des réfugiés qui vont suivre. Alors, laissons ça, on va attendre
le prochain convoi, le second, ainsi de suite. Au moment où on aura assez de réfugiés, alors, ils vont commencer alors à traquer. Alors, c'est ce que les réfugiés devaient savoir, que ce qu'ils ont fui, le danger qu'ils ont fui au pays, le danger est toujours là, le danger les guette, vous comprenez? Qu'ils fassent bagage ou pas, mais qu'ils sachent qu'ils vont droit dans le trou. Et si ce n'était pas le cas, Emmanuel? Ça, c'est le si. Moi, je te dis les faits qui sont là. Vous comprenez? Mais vous parlez au futur. Attends, c'est le futur, mais c'est déjà organisé au pays, vous comprenez? Ils ont déjà organisé ça, vous comprenez? Oui. Aux réfugiés de décider si réellement le danger n'est plus ou le danger est là pour plier bagage. On reviendra sur le contexte. Mais sinon, naturellement. avant de conclure, sinon, c'est vraiment une chose agréable, la fin de l'exil, dans les conditions normales, faire son bagage et dire au Burundi maintenant il y a la paix, je peux rentrer. Mais c'est dommage, malheureusement, c'est encore la catastrophe, le chaos. Emmanuel Mahut, il n'a pas vraiment répondu à ma question sur le discours du général. Moi, j'ai fait... Mais de toute façon, on reviendra là-dessus. On a fait état d'une correspondance comme le point de départ du processus. Donc, la lettre était donc un acte sérieux, François. Bon. D'abord, en termes de rapatriement, on ne peut pas s'appuyer aux lettres, aux correspondances. D'abord, la décision de retourner au pays, j'ai dit que c'est individuel, c'est personnel. Donc même l'OHCR n'a pas accepté la liste. Il a dit, vous allez vous enregistrer de nouveau ceux qui veulent rentrer volontairement. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, je pense que ça a eu de succès. Il y a le premier convoi d'à peu près 500 réfugiés burundais qui étaient oui, mais parce que sur la liste qui accompagnait la lettre en question, il n'y avait pratiquement que 331 personnes qui s'étaient fait inscrire. Et aujourd'hui, je ne voulais pas beaucoup s'éterniser sur les correspondances, mais aller droit, observer. Mon ami disait les autorités qui étaient mobilisées, même le chef de l'État, il a fait un tweet. Il y a les deux ministres qui sont venus. Il y a d'autres autorités. On a mobilisé la population de Kirundo pour venir accueillir. Alors, c'est un rapatriement sous ombrage politique. Donc, politique et géopolitique, si on regarde bien. Parce que les autorités burundaises envoient un succès parce qu'ils diront, voilà, le Burundi vient de tourner la page. Il y a la sécurité, il y a la paix. Parce que même, il y a ce même les réfugiés du Rwanda viennent de regagner leur patrie. Donc, pour eux, c'est là où on pourra commencer le business politique et convaincre la communauté internationale et dire, et voilà, la paix règne dans le pays, la paix est là, même les réfugiés du Rwanda. Mais, pourquoi les réfugiés? Ce n'est pas le premier rapatriement, c'est le énième rapatriement. Si on se rappelle de ce qui se fait en Tanzanie notamment. Mais, la différence, c'est que le retour, donc le rapatriement en Tanzanie, se fait par force. Oui, tout à fait. Est entaché de dispersion, est entaché de meurtres, de viols, etc. Et il y a ce pays, le Rwanda, qui obéit les instruments internationaux et nationaux en rapport avec les réfugiés. Et voilà, les réfugiés retournent. Ce qu'ils ont voulu. Même si mon ami disait qu'il y a des sous-tables sur leur retour, moi je dis bien, ça a été purement un retour volontaire. Voilà. Disons, qui s'est bien déroulé. Oui, qui s'est bien déroulé. C'est un succès pour le Rwanda, c'est un succès pour même le Burundi. Je les souhaite la bienvenue au pays. Vous disiez qu'il y a 500 personnes qui sont retournées. Pourtant, près de 2000 personnes se sont fait inscrire pour le retour volontaire, selon la porte-parole du HCR, Élise Vilchalane. Est-ce que, quand vous parlez de 500, alors que le HCR parle de 2000, ne peut-on pas parler quelque part d'un certain engouement? 2000, c'est juste sur la liste. On attend les retours. Vous savez, vous, les journalistes, vous dites au monde ce que vous voyez sur le tableau.
Mais nous, les politiciens, nous savons voir même derrière le tableau ce qui se cache. Vous comprenez? C'est pour ça que vous portez peut-être des lunettes. Voilà, peut-être, ça aussi. Je rigole. Voilà, je comprends. Vous comprenez? Alors, ce que nous savons tous les mécanismes qui se sont mis en place. Moyens d'argent, les ruses, piloter certaines personnes pour aboutir au moins à quelques réfugiés qui peuvent se détacher, aller se jeter dans le feu au pays. Vous comprenez? Ils ont payé cher ça. Mais les réfugiés ne sont pas aussi enfants. Ceux qui ont accepté ça, ils sont partis. Ils ont eu confiance à certaines personnes qui les ont poussés à le faire. Ce n'était pas de leur propre volonté. Alors, voilà. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec François qui dit que c'était un retour volontaire? Moi, alors, je vous dis, c'est volontaire, ça c'est officiel. Mais sous la table, il y a eu des pressions derrière les réfugiés. Alors, le premier convoi vient de partir. Alors, le comité d'accueil au Burundi avait installé certains instruments exactement comment traiter ces réfugiés. Vous croyez si ces réfugiés partaient en masse, les 70 000, il y aurait fait au Burundi parce qu'ils ont décidé d'arrêter certaines personnes parce qu'ils ont des photos des manifestations. Et puis ces gens de Kirundo qui sont partis hier, n'est-ce pas? Personne n'est sur la photo, personne n'est sur les vidéos. Les manifestations étaient à Bujumbura. Mais ça, vous n'en savez rien. Moi, je vous le dis. Je vous le dis parce que les gens qui sont à Mahama, nous avons des familles. Vous avez des familles. Même le président de la République peut-être a des familles là-bas. Vous comprenez? Sans doute. Alors, il y a des informations. Nous avons des informations. Alors, pour vous dire quoi? Ce qui va suivre, les gens, le pouvoir joue la ruse de ne pas traquer directement, attendre qu'il y ait d'autres convois qui arrivent. Quand il y aura masse, alors ils vont commencer à trier un à un. Vous comprenez? Alors, c'est ce que nous signalons aux réfugiés, de faire bagage et partir sachant ce qui t'attend. Mais nous les conseillons d'attendre que le danger qu'ils ont fui soit d'abord levé. Et ce danger sera levé quand? Ce danger sera levé quand le pouvoir de Bujumbura pourra dire allons sur la table, autour d'une table, discutons des problèmes burundais, discutons de ce qui va, ce qui ne va pas, trouvons le juste milieu. Et à ce moment-là, devant les témoins, la communauté internationale et régionale, sous-régionale, on pourra alors faire le rapatriement en bonne et due forme. Ah, vous avez toujours espoir qu'il y aura un dialogue? Bien sûr, il y en aura, sinon ce sera le chaos. Les gens qui veulent tromper, montrer qu'il y a eu rapatriement, en fait qu'ils gagnent aussi la confiance envers les bailleurs de fonds et tout ça et tout ça. Vous croyez que les bailleurs de fonds sont dupes? On y reviendra dans la deuxième partie. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA, Inzamba, Agate Kakawe, ainsi que la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rapatriement des réfugiés burundais vivant au Rwanda, dont le premier groupe de près de 500 personnes est rentré ce jeudi. François, le succès de c'est vous qui avez parlé de succès de ce premier convoi, le discours séduisant du ministre général Ndila Kobucha et d'autres éléments comme le paquet retour, est-ce que ces éléments ne peuvent pas pousser beaucoup d'autres réfugiés à exprimer leur souhait de rentrer? Ce que j'ai dit, Franck, j'ai dit que c'est un rapatriement beaucoup plus politique. Beaucoup plus politique. Donc, j'ai dit que le pouvoir de Bujumbura voit en ce rapatriement un gain de confiance, gain de confiance à la communauté internationale, comme mon ami le disait tout à l'heure. Alors, si Ndila Kobucha, donc le ministre de l'Intérieur, même d'autres autorités qui étaient le gouverneur de Kirundo, oui, aussi étaient sur place, donc il faut les yeux doux aux réfugiés, oui, venez. Donc c'est ce mouvement, pour eux, je dis que c'est ce mouvement qui va créer cette confiance, qui va, dis-moi, relier ou renouer les relations. Ce sont les autorités burundaises qui mettent en tête que ce rapatriement va faire que le pays, va montrer que le pays a tourné la page, que le pays n'est plus dans l'insécurité, que le pays obéit les droits humains, mais c'est dans un contexte où le Burundi, où on entend
des propos incendiaires, des propos divisionnistes qui sont propagés sur les réseaux sociaux, qui publient sur les réseaux sociaux et les autorités. Il y a le parti au pouvoir qui commence déjà à financer ceux qui prononcent ces propos. Voilà par exemple. Et du jour au jour, on observe des corps sans vie dans les rues. Donc, c'est un rapatriement dans un contexte politique qui n'est pas du tout moindre, mais sur la balance, est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus ce discours des autorités ou la réalité sécuritaire du pays qui d'abord, ce qui m'énerve, tout ce qui se fait, les autorités, on dirait que rien ne se fait sur le territoire burundais. On dirait que tout est bon, on dirait que la sécurité est là, mais en réalité, il n'y a pas de retour de sécurité dans le pays, il n'y a pas de paix dans le pays. Et s'il y en a, d'abord il y a la sécurité. Le Rwanda et le Burundi qui s'accusaient mutuellement d'attaques. J'ai entendu parler avant-hier d'une réunion des délégations des militaires burundais et du Rwanda. Tout à fait. Et voilà, si par exemple, il y a ces relations entre le Rwanda et le Burundi qui reprennent, ce mouvement des gens, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le business, que ce soit dans la diplomatie, si on observe ça, je te dis que même les réfugiés, ce serait des moyens pour sensibiliser les réfugiés burundais qui sont au Rwanda de retourner dans le pays sans tromper, sans la force. Et voilà, je crois qu'une grande partie de la population partirait sans problème. Emmanuel, j'aimerais ajouter quelque chose là. Mon ami François vient de le préciser très bien. C'est cette histoire qu'on appelle paquet retour. Le paquet retour, normalement, ce sont des appâts. Des appâts pour la masse qui reste encore derrière. Vous comprenez? Venez, vous voyez, on a reçu même d'autres avec des cadeaux, des choses. Ce sont des appâts, des cadeaux empoisonnés. Vous savez, quand vous voulez attraper les perdiers, les perdrix, vous installez des maïs autour des pièges. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire pour attraper la masse qui reste en arrière. Parce que le pays qui est là pourra envoyer des messages dans les camps. Nous avons été bien traités, nous avons eu des cadeaux. Voilà. Ça sont des appâts, c'est la malignité. Alors, quand ils vont tomber dans ce piège, ils vont descendre, vous m'en direz les nouvelles pour l'avenir. Et ce sera trop tard pour eux. Ça, c'est trop tard même. Alors, mais il est encore temps que chacun revienne sur sa conscience, essaie de projeter, voir ce qui se passe au pays, tous ces messages incendiaires qui circulent. Est-ce que vraiment c'est le moment de rentrer, que je puisse rentrer dans mon pays, dans la paix et la dignité? Ce n'est pas le moment. Parce que jusqu'aujourd'hui, le pays est toujours en insécurité totale. Vous avez parlé tous les deux de la communauté internationale. Vous pensez qu'elle peut se laisser facilement séduire de cette manière-là? Vous savez, le problème est d'abord burundo-burundais. Si nous-mêmes acceptions de tomber dans ces pièges, la communauté internationale n'y est pour rien. Vous comprenez? Peut-être qu'à un moment donné, la communauté internationale viendra dire c'est trop tard. Malheureusement, on a observé, on voyait où ça allait. Mais ces gens-là n'ont pas compris. Et nous avons encore le temps de bien comprendre pour ne pas tomber dans le piège. Pour être précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces réfugiés, la masse qui reste, ces petits échantillons qui sont rentrés hier, il ne faut pas que les réfugiés qui sont restés en masse derrière puissent être aveuglés par son mouvement de quelques échantillons qui sont partis, aveuglés par l'accueil chaleureux réservé par les autorités du Burundi, parce que les autorités, eux, c'est leur target, c'est leur piège. Vous comprenez? C'est l'objectif. L'objectif est de mettre tout en œuvre pour que les réfugiés puissent rentrer en masse après. François vient d'ajouter un nouvel élément, celui de la réunion entre les responsables de la sécurité, ou plutôt des services de renseignement militaires entre les deux pays. La réunion qui s'est tenue avant-hier en disant que si les relations se rétablissent sur le plan des échanges, que la circulation des personnes se fasse. Je ne te freine même pas. Je ne pense pas que la rencontre d'avant-hier ait des conclusions qui font que les réfugiés puissent suivre après 8 ou 10 heures de cette réunion. Vous comprenez? Ça, c'est autre chose. Je ne peux pas les lier avec le retour des réfugiés. Parce qu'on a commencé à manigancer ce retour avant cette réunion même qui s'est passée avant-hier. Vous comprenez? Alors,
soyons seulement vigilants que tous les réfugiés... Moi, je suis réfugié à l'époque. Au moment Et vous l'êtes encore aujourd'hui? Aujourd'hui, je le suis encore parce que le pays va mal, vous comprenez? Je me suis encore réfugié une fois de plus. Par plaisir. Pour la première fois, quand je suis rentré, nous avons vu les accords d'Arusha, les accords sur la paix, l'unité, comment le pays va être gouverné sans problème. Est-ce que quelqu'un est venu nous bousculer, il faut rentrer? Non, c'est automatique. Quand il y a la paix, tu fais bagage et tu rentres. C'est facile. Mais aujourd'hui, il faut rentrer à base des ruses du gouvernement. C'est vraiment malhonnête. Quand on parle de la communauté internationale, il s'agit également de la CPI, la Cour pénale internationale. Pensez-vous qu'elle puisse lâcher prise sur les dossiers sur lesquels elle est en train de mener des enquêtes parce que les autorités burundaises sont en train de montrer un bon visage? Non, d'abord, ce serait un échec pour la communauté internationale et pour la CPI. Et je pense qu'il y a des crimes qu'on dit qui ne sont pas prescriptibles. Prescriptibles. C'est imprescriptible. Voilà, imprescriptible. Ce sont ces crimes qui se sont déroulés. Donc, on doit les enquêter, on doit enquêter sur ces crimes et établir les responsabilités et montrer qui sont responsables demain ou après-demain. Même si ce sera sous notre régime de Ndayishimiye, mais pour peut-être d'autres régimes qui viendront. Ceux qui ont tué, ceux qui ont massacré seront responsables fin de fin. Vous ne pensez pas que les gens puissent changer et que, par exemple, la justice puisse considérer ce changement positif de leur part? Et sacrifier toutes ces personnes qui ont été massacrées, toutes personnes qui ont été violées. Mais quand nous parlons de réfugiés, nous oublions que parmi ces réfugiés, il y a ceux qui ont été violés sexuellement, il y a ceux qui ont eu des tortures et des traumatismes qui sont traumatisés, qui ne rentreront d'ici peu dans le pays. Non, même si on les sensibilise, même si on fait... Bon, moi, je suis parti en disant que le retour, quand il est volontaire, d'abord, c'est une décision personnelle, une décision individuelle. Donc, à Mahama, nous savons qu'il y a toutes ces catégories. Et parmi les réfugiés eux-mêmes, il y a des réfugiés, il y a des journalistes, il y a des défenseurs des droits humains qui sont pointés du doigt, ce sont eux qui perturbent la sécurité dans le pays, vous le savez. Donc, je ne pense pas... La communauté internationale est bien informée, a des informateurs, donc je ne pense pas qu'ils tomberont que la communauté va tomber dans ce piège. François, est-ce que vous pensez qu'il soit possible aujourd'hui de faire quelque chose pour que les réfugiés puissent effectivement rentrer sous le même régime? Mais d'abord, c'est le retour à la paix, c'est le retour à la sécurité, le respect des droits humains. Aujourd'hui, il n'y a pas de droits humains, il n'y a pas le respect des droits humains au Burundi. Donc, malgré les bons discours. Mais malgré je disais que les autorités burundaises font les yeux doux, que tout va bien dans le pays, alors que c'est faux. Nous rapportons, il y a des rapports qui rapportent chaque semaine des dizaines de vies humaines péries dans les rues. Donc il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Donc, que ce soit les réfugiés que ce soit les réfugiés du Rwanda, ceux de la Tanzanie, de l'Ouganda, ils observent de près ce qui se passe au pays. Et Manuel le disait qu'il y a une pression de la part des autorités burundaises, qu'il y a eu un peu de correspondance cachée pour qu'ils puissent retourner dans le pays et pour regagner cette confiance devant la communauté internationale. Mais même s'ils vont continuer, je dois vous dire que ceux qui vont rentrer, mais ceux qui vont rester. Donc, vous êtes plutôt pessimiste sur ce côté-là. Emmanuel, vous avez dit tout à l'heure qu'ils finiront, le pouvoir finira par céder pour aller sur la table des négociations, du dialogue, c'est selon. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Pour terminer. Ce qui me le fait dire est que
tout ce qu'ils ont installé comme machine pour faire rapatrier les réfugiés de force par malignité et tout, en commençant par, parce qu'ils ont fait des étapes, ils ont commencé par montrer qu'on est en train d'arrêter certains Imbonerakure qui traquaient ces réfugiés à l'époque, montrer que certaines autorités administratives locales, on les coffre pour toujours chercher à gagner la confiance des réfugiés. Notamment à Makamba. Voilà, vous avez bien compris. Alors tout ça, c'est quoi? Ça, c'est... Vous connaissez notre pays. Quand ils visent quelque chose, ils font d'abord ceci pour tromper les gens, et après vous rappelez de l'arrestation de Melchiade à l'époque. Ouais, quand il avait dit qu'il faut jeter les opposants dans le lac pour nourrir les poissons. Aujourd'hui, il y a d'autres comme Melchiade qui véhiculent des Kenny Claude là, qui véhiculent des messages qui sont encore pires et qui sont encore même bien entretenus par le pouvoir et des organisations. Et je disais tout à l'heure en signalant qu'il y a même le parti CNDD-FDD qui commence à financer Kenny Claude. Exactement. Alors, avant que tout ça ne soit discuté sur la table, et il y aura le moment pour ça, je te le jure, il y aura le moment, tôt ou tard. Quel moment pour être... Quels sont les éléments qui peuvent pousser Vous savez, la politique c'est plastique. Il n'y a pas vraiment de précision tel jour, telle heure. Mais nous avons espoir que le jour viendra. Voilà. Et c'est pas loin, je l'espère bien. Voilà. Donc, disons que c'est par ces mots d'espoir que nous terminons cette édition en espérant effectivement que ce moment arrive le plus rapidement possible sans qu'il y ait du sang versé. Et c'est par ici que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, François Bizimana, rédacteur en chef de la radio Nzamba Gate Kakawe, et Emmanuel Ndelimana, le porte-parole de la coalition CEFOR Arusha. Merci encore une fois. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.